chef-d'œuvre, là. C'est un spectacle incontournable. I think it's the best movie of the year. This is the best movie I've ever seen in my life. It was the best movie I've ever seen. It's a masterpiece, I say. I can watch this movie 100 times, it still gets to me. They are a gift from God. We have to see this movie, dude. Il faut absolument que tu le vois, ce film. C'est très bien, ce film. Maman, je crois que j'ai joui. Mais c'est normal, ma chérie. Le film est formidable. You have to see this movie. Right fucking now. Salut les assoiffés de sang fictif. Bienvenue dans cette 4e pastille estivale 2025 où on vous parle de films à découvrir de toute urgence. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde. Cette semaine, je vous propose de plonger dans ce sous-genre si étrange et malaisant qu'est le body horror. Cependant, je choisis de bouder le classique mais néanmoins admirable David Cronenberg, considéré à raison comme le boss du game, pour lui préférer un japonais indépendant et connu uniquement d'un public de niche, Shinya Tsukamoto. Influencé justement par Vidéodrome, mais aussi Blade Runner, Akira et le mouvement cyberpunk en général, il a créé en 89 Tetsuo, autrement dit l'homme de fer. Rendez-vous compte que le film a mis 5 ans à sortir en France. Moi-même, je ne l'ai découvert qu'en 2000 ou 2002 grâce à Jean-Pierre Dionnet et son Quartier Interdit sur Canal+, où il mettait en avant plein de délicieux films de genre venus des 4 coins de la planète. D'ailleurs, le coffret Tetsuo 1 et 2 que je possède vient de la collection Asian Classics du studio Canal, et dans les bonus, on retrouve Dionnet justement qui présente le movie et interview Tsukamoto. Ce réalisateur est également acteur dans ses propres films, mais aussi pour les autres. Il jouera par exemple l'important rôle du mentor d'Ichi dans Ichi the Killer de Takashi Miike. Faut vraiment que je refasse et re-upload cette chronique, bon sang. Parmi ces autres movies, j'ai vu Tetsuo 2, mais j'aime beaucoup moins, la couleur y est pour beaucoup. Quant au 3, toujours pas testé. Sinon j'ai vu Gemini, mais j'avoue ne pas avoir vraiment de souvenirs. En plus d'exercer ces deux métiers, Tsukamoto aime se débrouiller un maximum tout seul. Montage, décor ou effets spéciaux, c'est un touche-à-tout qui, en bon japonais, n'a pas peur de bosser dur. Pourtant, il est conscient que jamais il ne deviendra une superstar qu'on reconnaît partout. Et vous savez quoi ? Il s'en fout totalement. Tsukamoto est un authentique passionné qui, avec Tetsuo, vous transporte hors de votre zone de confort et vous propose sa vision bien nippone, donc bien barrée, du body horror. Un incontournable du genre, vous dis-je. Alors de quoi ça parle ? C'est assez compliqué. On n'est pas aussi perdu qu'avec un Lynch, mais tout de même. Le montage est frénétique, brutal, vaut mieux pas être épileptique. Du coup, faut renoncer à s'acharner sur le raccordement des câbles, sinon vous allez devenir fou. Voilà ce qui se passe en gros. Un mec s'ouvre la cuisse pour y placer un morceau de métal, espérant que la magie opérera toute seule. Sauf que les interventions chirurgicales dans de telles conditions d'hygiène, disons qu'il faudra pas pleurer d'avoir chopé le tétanos après. Le mec ne se démotive pas, mais malheur à lui, il se fait renverser par un couple qui semblait plus distrait par ce qu'il se passait dans le pantalon de monsieur que la route. Au lieu de secourir le blessé, il le transporte dans les bois et le laisse agoniser en se donnant du bon temps devant lui. Oh les bâtards. Mais très vite, l'homme constate d'étranges protubérances sur son corps. Une vis, un boulon, puis ce sont des morceaux entiers de son anatomie qui se transforment en machines ou parties métalliques jusqu'à ne faire plus qu'un avec la ferraille et devenir un monstre. Ou une créature nouvelle, selon ce qu'on voudra interpréter. Vous le voyez grâce aux extraits, ce film est complètement fou, bizarre et ô combien malaisant. 3 adjectifs qu'on peut coller à nombre de productions japonaises. Moi j'adore. Je refuse pas. Je suis un samouraï, j'y vais. Mais je comprends qu'on puisse trouver ça trop perché. Après, je considère que si on est fan de genre, faut tenter de tout. Et en cela, Tetsuo est une sacrée expérience visuelle et niveau bruitage aussi, quelque peu mis à l'épreuve. Tetsuo ne laisse pas indemne avec ses visions cauchemardesques, érotico-sadomasochistes. Sans compter le format noir et blanc qui offre une atmosphère super glauque, il y a de vrais moments d'épouvante. Pour moi, c'est la scène du métro qui met le plus la pression. À ce titre, il y a une vidéo YouTube qui reprend cette scène avec une des chansons de Portishead. Le mélange est parfait, je trouve. Derrière tout ça, une philosophie de vie très nippone, résumée en 6 mots. Il faut souffrir pour s'accomplir. C'est déroutant et dérangeant de constater que l'histoire se termine sur une note optimiste pour notre perso principal. Dieu sait qu'il en chie durant tout le film. Pourtant, il y trouve toujours une forme de plaisir. Même sa copine passe du mode burk. Me touche pas, me touche pas. Me touche pas, me touche pas, me touche pas. Ah. Oh mon gorille, fais-moi l'amour. Prends-moi.
Je vous l'ai dit, ce film est ouf, et j'espère vous avoir donné envie d'en voir plus. Sinon, peut-être que Tsukamoto lui-même saura vous convaincre. 鉄夫1も鉄夫2もなるべく部屋をですね暗くしてで画面になるべく近づいて音をなるべくでかくして、見ると最初は本当に嫌かもしれませんけど我慢して見てるとその怖さを通り越してやがて気持ちよくなって不思議な快楽の世界に行きますのでぜひ我慢して最後まで、見てください。Bah, prépare-toi quoi. Hein? Ah oui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidèle écoute, et j'attends de lire vos opinions sur Tetsuo dans la section com. Je vous laisse en compagnie de McCoy, et vous donne rencard samedi prochain pour notre avant-dernière pastille de l'été. Le bisou! Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été, épisode 4. Aujourd'hui, un film qui n'a malheureusement pas rencontré son public à sa sortie. Et c'est tellement pas mérité. Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Le pire, c'est que contrairement à The Thing, qui est devenu culte par la suite, celui-ci ne bénéficie pas forcément d'une adoration mondiale. Alors quand vous le verrez passer... Et tu vas me faire le plaisir de le recevoir comme il le mérite. Je connais beaucoup de gens de mon entourage qui ne l'ont jamais vu, et ça me désole, car c'est une bombe atomique. Ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que c'est l'œuvre de Peter Jackson. Ce nom me dit quelque chose. Sans déconner. Il y en a qui connaissent pas PJ? Alors je reprends pour les deux du fond. Peter Jackson, c'est ça. Ah bah ça c'est sûr, hein. C'est pas une merde, monsieur. Et aujourd'hui, on s'intéresse à son goulayant Fantôme contre Fantôme, The Frighteners en anglais, de 1996, et produit par Robert Zemeckis, réalisateur de Retour à le futur, Roger Rabbit et Forrest Gump, entre autres. C'est encore un amateur. À la base, ça devait être un épisode des Contes de la Crypte. Mais quand Zemeckis a pris connaissance du script, il a tout de suite vu le potentiel, et il a décidé de le produire pour le cinéma. Le pif, mon petit gars, le pif. Mais le studio a refusé de le sortir à la bonne période, à savoir Halloween, et de la programmer en été face à Twister, Mission Impossible, Cœur de Dragon, Rock, avec Nick Cage, ou encore Independence Day. Comment ça, c'était un choix de merde? Surtout cette année, la concurrence est coriace. Alors, quitte à prendre des décisions pourries, autant faire une promo calamiteuse. Résultat, un gros four. Appelez-moi le responsable. Mais fort heureusement, vous m'avez pour le réhabiliter. He's our only hope. Le pitch, à Fairwater, en Californie. Enfin, sur le papier, hein, parce que c'est tourné en Nouvelle-Zélande et franchement, ça se voit. Faudrait pas nous prendre pour des cons. Des meurtres mystérieux ont lieu. Les corps sont retrouvés sans blessure apparente et la ville est sous le choc. Frank Bannister, un médium charlatan mais aux capacités bien réelles, acquises après la mort violente de sa femme quelques années auparavant, vit de petites arnaques qu'il monte avec des employés fantômes. Oh, c'est pas méchant. C'est plutôt bon esprit. Merci pour ceux qui l'ont compris. L'escroquerie est simple. Ses potes fantômes foutent le dawa chez les gens et laissent traîner une petite carte au nom de Bannister. Les dindons de la farce l'appellent et Frank y vient. Il inspecte et il exorcise en faisant des caisses. Petit filou. Un jour, Frankie Bannister défonce la clôture d'un beauf qui réclame un remboursement pour les travaux. Ça, c'est normal, hein. Bannister envoie ses potes ectoplasmes pour une bonne séance de hantise. Ainsi, la femme du beauf appelle Frank grâce à la petite carte, et ce dernier propose d'exorciser gratuitement
pour éviter de payer pour la clôture. Alors, si vous vous posez la question, ces potes fantômes ne sont pas rémunérés non plus. C'est normal, ils sont morts. Son méfait accompli, Frank s'apprête à partir. Mais il remarque un ombre sur le front du beauf qui n'est pas du tout de son fait ou de ses acolytes. The plot thickens. Quelques jours plus tard, Frank reconnaît la jolie dame qu'il a arnaquée dans un cortège mortuaire. Le mari est mort le soir de sa visite. La place dans le lit de madame vient donc de se libérer. Là, mon garçon, à toi de jouer. Malheureusement pour notre médium, le mari n'a pas emprunté le tunnel de lumière qui était censé l'emmener au paradis ou en enfer, et il supplie Frank de l'aider à communiquer avec sa femme. Alors qu'il est en train de consoler la jolie veuve de la perte de son connard de mari, qui de son vivant a investi tout le pognon de sa femme dans un gouffre financier, Frank est témoin d'un meurtre commis par une figure encapuchonnée armée d'une faux. Serait-ce la mort en personne ? Ça paraît complètement dingue, mais c'est vrai. À moins que quelqu'un d'autre. Frank va mener l'enquête tout en évitant les forces de police qui l'accusent d'être le coupable, puisqu'il se trouve toujours sur les lieux des crimes, étant le seul à voir ce Nazgûl avant l'heure s'attaquer aux citoyens. C'est ballot, hein. C'est un très bref résumé que je vous fais, parce que je veux pas prendre le risque de vous spoiler un film aussi riche en rebondissements. C'est d'une générosité thématique de ouf. Le magazine Mad Movies nous disait lui-même à l'époque que le film n'avait pas moins de 8 sous-intrigues capables indépendamment de faire un long métrage. C'est vous dire à quel point c'est dense. Et pourtant, c'est d'une limpidité incroyable. C'est un scénario de très grande qualité. Fantôme contre fantôme, c'est drôle, avec des touches d'humour macabre. C'est malin, bien joué. Sauf peut-être à 2 reprises où Michael J. Fox, le perso principal, semble un peu moins au taquet. Mais on pardonne tout à Marty McFly. On comprend en voyant la réalisation de Jackson qu'il était fait pour faire Le Seigneur des Anneaux. C'est ample, ça virevolte, ça plane, c'est bourré d'idées visuelles sublimées par le travail de Weta, révolutionnaire à l'époque. Je crois que, bon, on peut commencer à dire que ça a de la gueule ce que je te raconte. Et bien sûr, en tant que film d'horreur, parfois ça fout même un peu les jetons. La tagline du film, c'était « Même Michael J. Fox a été pris de tremblement pendant la projo ». He didn't really just say what I think he said. What? Oui, elle est un peu hard celle-là, désolé Mike, mais je plaisante avec tout, même Parkinson. Je t'aime. Surtout que je connais personnellement Michael. On fait des soirées jeux de temps en temps. Au Trivial Poursuite, il me fout la pâtée, mais je me rattrape largement au Dr Maboul. You're a fucking liar! Bah oui, mais il me fallait un contexte pour la vanne. C'est bien la preuve que c'est un crétin. C'est d'ailleurs le dernier rôle de Michael J. Fox en tête d'affiche dans un long métrage. L'éloignement prolongé de sa famille lui a fait choisir de travailler à la télévision et a signé pour l'hilarante série Spin City. On veut la revoir celle-là, mais ça va être compliqué. Un des personnages est clairement trop pervers pour que ça passe crème aujourd'hui. Et on se doute aussi que la terrible maladie de Fox l'a sûrement forcé un peu à changer son plan de carrière. Mais on se rappellera toujours de lui pour évidemment son plus grand rôle, la trilogie méga culte Retour vers le futur. Can you please just watch Back to the Future? Timeless film, beautiful film. Mais Mickey, il est aussi dans Doc Hollywood, Teen Wolf, La manière forte, Le puissant outrage et le déjanté Mars Attacks de Tim Burton. Au casting, on a aussi l'actrice culte Dee Wallace, La colline à des yeux, E.T. l'extraterrestre, Hurlement, Cujo, et aussi Best of the Best 3, que je ne devrais pas mentionner, mais bon. À défaut d'Andy McDowell, Peter Jackson a engagé Trini Alvarado, actrice célèbre pour pas grand-chose au final, à part ce film et la version des 4 filles du Dr March de 94. Jack Busey est là, je vous avais un peu causé de lui dans notre épisode sur les handicapables. Starship Troopers, le génial film de Verhoeven. Contact, de Zemeckis. La série Shasta McNasty, qu'on est très peu à avoir vu pendant sa diffusion sur Comédie en 2000. Ennemi d'État, de Tony Scott. Les teen comédies PCU et Tomcats, qui sont bien débiles, donc drôles. Merci à Pierre-Yves de m'avoir conseillé la première, dont je n'avais pas entendu parler, mais je me suis rattrapé depuis. Busey apparaît aussi dans le thriller Identity de James Mangold, et dans le mal-aimé The Predator, où il joue le fils de son père, Gary, de Predator 2. C'est fugace, mais suffisamment long pour qu'on le remarque. Jeffrey Combs, qui a le rôle le plus fandard de Fantôme contre Fantôme, un agent du FBI qui a passé sa carrière infiltré dans des sectes sataniques et autres joyeusetés. Ça l'a complètement fracassé. Le gars est mutilé de partout, il vomit dès qu'une femme parle trop fort et il souffre d'hémorroïdes. Il sera éternellement le savant fou Herbert West
de la saga Reanimator de Stuart Gordon et Brian Yuzna. Il a tourné plusieurs fois avec Gordon, comme dans Castle Freak, From Beyond, ou le très bis mais cool Fortress, avec Cricri Lambert, où une bande de prisonniers cherche à creuser des trous pour s'évader. Il est aussi apparu dans la disparue trop tôt les 4400, la vraie, hein, pas le reboot tout pété. Comment on peut faire un reboot d'une série qui n'a même pas été terminée, quoi? Mais c'est un autre sujet. Dans The Frighteners, Jackson nous gratifie aussi de son caméo habituel, évidemment, puisqu'il en fait quasi systématiquement à la Hitchcock. Got him. Je compte pas Bad Taste, hein, évidemment, puisqu'il joue 2 rôles importants dedans. Hein. Alors, pour la 4e fois cet été, je vous supplie de voir ou de revoir ce film génial. Vous allez en prendre plein les mirettes. À l'image de la scène de la chapelle à la fin, pendant le climax, où vous verrez des changements de temporalité qui sont visuellement saisissants. Et si vous achetez le Blu-ray, il y a un superbe making-of, avec plein d'informations intéressantes. Par exemple, lorsque le médecin incarné par Alvarado mate un documentaire à la télé sur les serial killers, on peut voir les protagonistes du précédent film de Jackson, Créature Céleste, sur la jaquette. Et l'une des interprètes du film, Melanie Lynskey, joue un petit rôle de flic. Cette actrice, vous la connaissez pour être la voisine givrée de mon oncle Charlie, pour ceux qui connaissent. Hein. Elle utilise des pinces à tétons dans la trop vite disparue Togetherness. Merci de cette information. Oh, bah de rien. Et puisque j'y suis, vous saviez que le personnage joué par Kate Winslet dans Créature Céleste, Juliette Hulme, était, après sa sortie de prison, devenue une écrivaine réputée? Non, hein? Eh ben, je vous le dis. C'est sidérant que t'aies attendu le dernier moment pour m'en parler. Ouais, bah, vieux motard que jamais, hein. La romancienne Anne Perry, célèbre pour ses histoires de crimes perpétrés dans l'époque victorienne, c'est en fait Juliette Hulme, sous un autre nom. C'est vrai que c'est couillu de commettre un meurtre et en faire son gagne-pain à sa sortie de tôle. Elle manque pas de culot. Petite anecdote ironique avant de vous quitter, on a demandé à Jackson d'y aller mollo sur le gore et la tripaille, ce qu'il a fait à contre-cœur. Et cette vicieuse MPAA, grande décideuse des restrictions d'âge aux States, l'a quand même gratifié d'un classement interdit aux moins de 17 ans, à cause des nombreux coups de feu. Fous de notre gueule? J'aimerais bien, mais non, même pas. Jackson a amèrement regretté de ne pas avoir suivi ses envies, puisque foutu pour foutu, autant que ça saigne un peu. Mais c'était trop tard. Du coup, un personnage qui mourait d'une balle dans la poitrine se fait finalement éclater la tête, car l'équipe a eu le temps de faire l'effet spécial correspondant avant la sortie du film. On est sauvés, les gars, mais j'ai eu chaud aux noisettes. Fantôme contre fantôme, en résumé, c'est le film parfait pour Halloween. Un vrai bijou. Il a une ambiance particulière vraiment faite pour le 31 octobre, et pas pour le 15 août. Retrouvez-vous entre amis et kiffez votre race. Moi, je l'ai vu au ciné à sa sortie, hein, et j'étais tout seul dans la salle. J'étais sur le cul de voir que tout le monde se foutait royalement de ce film, alors que c'est un monument. Et même si je le savais pas à l'époque, ça m'a quand même fait chier. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 5, les enfants. Gros bisous ectoplasmiques. He slimed me.